Moi, je suis immanageable. Je pense que personne n'arriverait à manager. J'avais fait un stage, je me rappelle, et j'ai tenu un mois, quoi. Le lendemain, je passe un premier coup de fil et je me rappelle, la première personne, c'était Paolo De Noce qui gérait une boîte de 20 000 personnes et qui me dit, pas de souci, viens dans mon bureau demain 18h. Call, tu l'as eu. Première année, on a fait à peu près 1,5 million de chiffre d'affaires. À 2. Ceux qui, in fine, gagnent plus d'argent, c'est les bootstrappers. Il n'y a pas de débat. Bonjour et bienvenue sur ce 5e épisode de Eager to Sell. Aujourd'hui, on reçoit Ségolène. Ségolène, je suis hyper content de discuter avec toi aujourd'hui parce que j'ai 4 personnes différentes qui m'ont dit 1, c'est une bête de sales et 2, elle a une énergie débordante. Donc je suis hyper content de discuter avec toi aujourd'hui. Bienvenue. Salut Gauthier, merci beaucoup pour l'invite. Je sais pas qui sont ces 4 personnes, j'allais dire 7 carrément. Mais ravi d'échanger avec toi. Trop bien. Écoute, en préparant du coup le podcast, j'ai regardé naturellement par quoi t'étais passé sur LinkedIn, etc. Il y a un truc qui m'a... Donc toi, t'as démarré en finance, ensuite t'as monté ta première boîte, puis t'es parti chez Lydia pendant 2 ans, et ensuite t'es revenu dans l'entrepreneuriat. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui te pousse autant à vouloir entreprendre ? Je pense que depuis toute petite, j'ai ça dans le sang. J'ai essayé effectivement de faire d'autres choses qu'entreprendre. Et en fait, à chaque fois, je reviens à l'entrepreneuriat. Ouais. Donc, quand j'ai vendu ma précédente boîte, tu vois, là, j'ai pas réfléchi à faire autre chose. J'ai remonté une boîte. Ouais, ok. Donc, et en fait, finalement, j'ai fait que monter des boîtes, hormis chez Lydia, où j'étais là. Cette parenthèse. Voilà, où j'étais la toute première employée. Donc, c'était pour moi de l'entrepreneuriat. Comme disaient Cyril et Antoine, de l'intrapreneuriat. Au sein de Lydia. Ouais, ok. Et justement, quand tu disais, depuis toute petite, c'est un truc que j'ai envie de faire, toi, tu l'expliques comment, ce truc-là ? C'est quoi les trucs qui t'animent vraiment pour te pousser à entreprendre, à créer Je pense qu'il y a l'indépendance et la liberté. Ouais. Il y a vraiment ce côté de liberté, de pouvoir prendre des vacances quand on veut, de pouvoir... moi, j'ai 2 enfants, rendez-vous de médecin, etc. On est quand même libre. Même si c'est pas pour autant qu'on prend plein de vacances et qu'on a plein de moments, mais en tout cas, on a cette capacité cette possibilité-là. Moi, je suis immanageable. Je pense que personne n'arriverait à manager, hormis quelqu'un qui juste s'occupe pas de moi. Et voilà, donc je pense que je suis pas du tout faite. J'avais fait un stage, je me rappelle, chez GRDF j'ai tenu un mois, quoi. C'est toi qui es parti ou c'est eux qui sont venus ? C'est moi qui suis partie. Pas possible, trop de process. Je voulais mettre en place quelque chose. Il faut parler au N+1 qui allait jusqu'au N+10. Enfin, vraiment, ça, je peux pas. Et je déteste tout ce qui est politique. Et donc, effectivement, il y a beaucoup aussi de politique, de bien se placer par rapport. C'est pas fait pour moi. Donc, je pense qu'en fait, l'entreprise n'est pas faite pour moi. Et du coup, j'entreprends pour quand même travailler et gagner de l'argent et nourrir les enfants. Exactement, ouais. Ok. Et justement, dans l'entrepreneuriat, il y a une dimension qui est naturellement hyper importante, c'est la vente. Plusieurs personnes m'ont dit que tu étais une bête de sales. C'est quoi pour toi la dimension commerciale aujourd'hui ? Elle représente quoi pour toi dans ton quotidien ? C'est quoi ton rapport à la vente, autrement dit ? Moi, je pense que, enfin après c'est mon avis, mais qu'on peut pas entreprendre, en tout cas un fondeur d'une boîte peut pas dire que le sales c'est pas pour lui et se dire qu'il va recruter un directeur commercial, parce que pour moi c'est vraiment la fonction, numéro 1, quoi. Tu passes ta vie à vendre à tes invests, à tes clients, à tes salariés, à tes partenaires, etc. Donc pour moi c'est hyper important cette partie sales. Et alors, on a beau parler de tout ce qui est IA, tech, etc., il y a une réalité, c'est que ce qui fait qu'une boîte continue, c'est la croissance. C'est comment tu arrives à faire de la croissance. Tu as 2 aspects, tu as le marketing et tu as le sales, qui sont d'ailleurs très liés. Et pour moi, en fait, la fonction première d'un entrepreneur, c'est de générer de la croissance, quoi. Et donc, la croissance, tu la génères en partie par du sales, en grande partie. Donc, pour moi, c'est clé, quoi. Ok. Donc, hyper important de se mouiller du début à la fin sur les process, sur l'animation, sur aller chercher du business. Moi, j'ai toujours, jusqu'au dernier jour de ma boîte, je faisais du call. Après, c'est comment tu manages tes équipes, c'est tout ce qui est... Moi, je crois beaucoup au management par l'exemple. Et je pense qu'avoir les mains dans le cambouis, faire de la vente, etc., ça te permet de détecter ta prochaine feature, ta prochaine fonctionnalité, ça te permet de détecter le bon pitch, potentiellement de faire gagner du temps
sur ton cycle de vente, potentiellement te faire gagner du temps sur ta proposition de valeur, ça peut te faire gagner énormément de temps, ça te fait gagner énormément de temps, parce que tu es au contact de prospects, futurs clients, et donc tu es dans la réalité, quoi. Et t'es le premier à avoir les signaux, à entendre. T'es premier à avoir les signaux. Etc. Nous, je pense que Team Starter, ma précédente boîte, on a vendu très rapidement. Alors, c'était l'avantage d'être bootstrap, c'est qu'on n'avait pas d'argent, donc on devait vite avoir des clients. Et en fait, donc j'étais toute seule, donc c'est moi qui faisais bien sûr le sales. Et donc, en fait, ça m'a permis de dire, OK, ça, c'est le bon truc à faire, ça, c'est pas le bon truc, ça passe pas, etc. Et en fait, mine de rien, t'as un sujet de market fit, t'as un sujet de tous ces sujets-là. Et donc, après, ça dépend, tu vois. Si t'es Salesforce, est-ce que le fondateur Salesforce est en train de vendre ? Non. Mais par les médias, par les positions qu'il peut prendre, il fait rayonner la marque, quoi. Faire rayonner, mais donc du coup, pour moi, c'est une fonction qui est indispensable. Et justement, quand je vais dissocier du coup ta boîte actuelle avec ta boîte précédente, parce que j'ai l'impression, tu me confirmeras tout à l'heure si c'est vrai ou pas, qu'il y a eu un peu un changement de paradigme dans la manière dont tu appréhendais l'entrepreneuriat. Et si on se concentre sur Team Starter, j'étais assez chaud de comprendre, tu vois, par exemple, à quel moment tu as recruté ton premier sales, c'était quoi les signaux qui t'ont fait dire, là, ok, il faut que j'ai quelqu'un avec moi qui m'aide à développer le truc. Team Starter, c'est particulier parce que on a recruté très rapidement un premier sales, dans le sens où on avait avec Vincent, enfin le produit était prêt, et donc il nous manquait plus que des clients, quoi. Et donc c'était du SaaS B2B, outbound, donc je savais que le sales allait faire partie d'une grande composante de l'aventure. Donc, j'ai recruté très rapidement. Direct, ok. Il n'y a pas un risque, et c'est peut-être un biais que j'ai dans la question, mais je vais poser la question quand même. Moi, je vois souvent des entrepreneurs ou des entrepreneuses qui recrutent assez vite et qui, au final, tu vois, n'ont pas forcément le process, le discours, les signaux, le playbook, quoi, qui fait que ça fonctionne. Et du coup, ils recrutent pour augmenter le volume dans le cycle de vente, mais au final, vu que le playbook n'est pas encore là, tu tires un peu des cartouches à vide. Toi, t'as eu ça ou comment t'as réussi à ne pas avoir ça, justement ? Non, nous, on n'a pas eu ça, mais parce que je pense qu'on a très vite... on est allé assez vite sur le sales. Encore une fois, je sais pas si c'est l'aspect bootstrap, mais quand on était bootstrappé, on n'avait pas le temps. Donc, en fait, il fallait qu'on signe des clients, point. Donc, la personne que j'ai recrutée, c'était donc une personne avec qui j'ai déjà travaillé, et c'était vraiment un duo. Et donc, on a tout fait ensemble. Ok. Ouais, donc bien choisir la première personne que tu recrutes, ça fait partie du hyper important. Aussi, Et après, pour bien comprendre aussi dans la trajectoire de la boîte, comment tu as staffé après cette équipe sales, et toi, c'était quoi ton rôle par rapport à cette équipe-là ? En fait, on a ensuite effectivement recruté d'autres commerciaux. Donc j'étais en charge, encore une fois, il y avait une grosse composante sales de Team Starter parce qu'on n'a pas eu un seul lead entrant en 5 ans d'aventure entrepreneuriale. Donc ça veut dire qu'en fait c'était que de la outbound. Donc vraiment chaque client on allait le chercher, vraiment pas un seul lead entrant. Et donc en fait on avait une équipe de commerciaux. Nous, ma vision c'était, on était sur une vente assez complexe et on vendait à des dirigeants d'entreprise, donc j'avais pas de SDR, etc. J'étais vraiment sur des sales qui font le cycle de vente de A à Z, parce que le concept d'un CEO qui se fait appeler par un SDR puis ensuite le rendez-vous, ça fonctionnerait pas, en tout cas ça fonctionnait pas sur mon business. Donc c'était vraiment des commerciaux qui s'occupaient du call jusqu'au closing. Et ensuite c'est tout bête, mais on avait des séances de call, j'étais là à chaque séance de call. Moi j'avais un pipe comme mes autres commerciaux. Tu collais aussi? Je collais aussi, plus qu'eux même. S'il y avait besoin d'aller chercher sur un deal précis quelqu'un, c'est moi qui prenais le relais. Donc on avait, en tout cas mes équipes, j'étais très proche d'elles, et au day-to-day au contact, et donc j'étais avant tout une closeuse, je pense, une super closeuse, ce qui a amené aussi des complexités et des problèmes, mais donc j'avais mon pipe, mes leads, etc. Et bien sûr ensuite que je transmettais à mes équipes, et j'étais en support sur tous les deals en disant je suis à dispo, donc en fait s'il y a besoin de faire une intervention au codir, je suis là, quoi. Je suis là.
Ouais, donc l'idée par l'exemple. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a très peu de fondateurs, fondatrices de boîtes qui font encore call à fond avec les équipes. J'en ai pas vu beaucoup, moi. Je sais pas si toi, tu le vois souvent dans ton écosystème. Non, je crois pas. Ouais, non, je crois pas. Mais ensuite, c'était... nous, le call, c'était aussi hyper important dans le sens où on chopait 80% de nos rendez-vous en call. Encore une fois, pas de lead entrant. Ouais. Donc, en fait, quand t'as une boîte où t'as que de l'outbound, tu sais que le nerf de la guerre, c'est la croissance, donc c'est du sales. Et donc, me tenir éloignée de ça, j'avais du mal. Et encore une fois, je pense que fais partie de fondatrices de boîtes qui adorent l'opérationnel. Moi, j'adore mettre les mains dans le cambouis, être au day-to-day, au contact aux clients. Faire du management toute la journée et serrer des pinces, c'est pas mon truc. Il y a des dashboards à montrer. Donc moi, je suis très end zone, quoi. Donc, je me demandais même pas est-ce qu'il faut que je call. J'avais mes séances de call, mes rendez-vous, non, j'étais. Posais pas la question, je quoi. posais pas la question, ouais. Et tu disais à l'instant le fait d'être justement hands-on avec l'équipe, super closeuse, etc., ça pouvait créer des complexités. C'était quoi les complexités que tu as pu voir sur l'orga, toi, que tu avais à l'époque ? Non, je pense pas que ça a créé de complexité. Je pense que c'est juste que c'est compliqué ensuite d'avoir des commerciaux. En fait, quand tu t'occupes de la vente, donc moi je faisais vraiment du call au closing, je signais beaucoup. Ensuite, ça a été compliqué d'avoir des commerciaux qui étaient capables de faire ce que je faisais. Et donc, et ça, je pense que ça vient beaucoup du fait qu'on était sur une cible CEO. Donc, tu peux juste préciser ce que tu faisais pour ceux qui nous regardent, comme ça on va bien comprendre le Teamcenter, c'est une plateforme de financement qui existe toujours, de financement participatif interne où les collaborateurs avaient un budget mensuel confié par leur entreprise pour ensuite mener à bien des initiatives au sein de leur boîte. C'est de se dire, en fait, les bonnes idées, elles peuvent venir de partout. Et donc, on va proposer cette plateforme. Chacun a son budget confié par l'entreprise et peut proposer des initiatives, les cofinancer, puis ensuite, quand le budget est atteint, les mettre en place avec l'aide de ses collègues. Donc, c'est pour plébisciter le bottom-up, la prise d'initiative, l'intelligence collective, etc. Et en fait, nous, ce qui a été assez particulier, pour raconter un peu l'aventure Team Starter avec la partie sales, c'est que donc on était bootstrap, donc assez vite, on a dû signer les clients. Ouais. Grand compte, du coup. Donc, cycle de vente, j'imagine, qui dure pas une semaine. Grand compte. On a fait une première erreur. Je pense c'est qu'au début, on visait un peu n'importe qui, quoi. Donc voilà. Et donc, au début, on a pris la cible DRH parce qu'on s'est dit, franchement, on parle de sujets quand même cœur. Et en fait, cette cible-là, ça a été une catastrophe. C'était une catastrophe parce qu'elles se battent pour avoir leur place en Comex, elles n'ont pas de budget, elles sont sursollicitées. Et donc, c'était vraiment une mauvaise cible. Pourtant, c'était une cible qui correspondait plutôt parce que... Sur le papier, ça marche, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et donc, on s'est dit assez vite, je me suis dit, en fait, ça va pas. Si ça passe pas au niveau des DRH, je vais passer au niveau du CEO. Et si le CEO, j'arrive pas à les signer, c'est-à-dire que j'ai pas de marché et je ferme la boîte, quoi. Je vais pas passer 3 ans à essayer de convaincre une DRH. Et en fait, donc, on a changé un peu la strate. Et donc, tout ça très rapidement, le lendemain, je passe un premier coup de fil. Et je me rappelle, la première personne... C'était Paolo De Noce, si tu écoutes, de Aka, qui gérait une boîte de 20 000 personnes, et qui me dit, pas de souci, viens dans mon bureau demain 18h. Call, tu l'as eu. Call. Et là, j'ai le rendez-vous. En fait, je passe les 3 derniers mois, une galère à avoir des rendez-vous avec des DRH, quasi aucun rendez-vous fait, et tu sens que ça allait pas signer. Ouais. Alors moi, je pense que j'ai un peu ce côté où... je me rends compte que ça va pas le faire, voilà. Et donc, et ensuite, en se lançant auprès de cette cible directeur général, j'ai un rendez-vous le lendemain. Et donc, en fait, on a pris cette cible dirigeant où on a vraiment craqué le sales outbound CEO, vraiment où on arrivait, et ensuite ça avait plein de vertus parce qu'en fait ça nous a permis de signer plein de clients de manière hyper rapide, pas de sujet de budget parce que forcément le directeur général a son budget, donc c'est lui qui décide,
pas de sujet d'adoption outil, parce qu'en fait, l'outil, on n'était plus cantonné, on est un outil RH, on était un outil global de transfo porté par le directeur général qui avait et qui voulait, si tu veux, insuffler la prise d'initiative. Et comme ça venait de lui, en fait, c'était beaucoup plus écouté en interne, beaucoup plus, donc des taux d'adoption et des taux d'utilisation beaucoup plus rapides. Donc en fait, la chaîne était hyper vertueuse, c'est-à-dire on vendait à cette cible, hyper facile à adresser parce qu'elle est très peu adressée. On l'avait craqué par l'outbound de manière globale, donc un mix de mail, call, marketing, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, on l'avait craqué. Ça nous réduit nos cycles de vente, pas de sujet de budget. Et en fait, on a très vite commencé à signer des clients. Okay. Et donc, on a très vite atteint 10, 15, 20, 30 cas de MRR. Et donc, on s'est dit, OK... on a trouvé le truc, quoi. On a trouvé le truc... même si après on a eu la galère de la DRH qui s'en bypassait, donc travailler ce sujet de comment ensuite tu passes d'une vente CEO, voilà. Et sauf que du coup la complexité ensuite dans les années après Team Starter, même si ça a super bien marché, ça marche super bien, c'était le côté comment tu fais en sorte que Ségolène qui arrive à vendre à Martin Bouygues, que ça soit Gaëlle qui arrive à vendre à Martin Bouygues. Et donc ça, on a beaucoup travaillé ça, parce que comment tu passes d'une vente CEO to CEO à tes commerciaux au CEO, parce qu'on tenait la vente comme ça. Et donc voilà. Et donc après, ça a été 5 ans où vraiment on est devenu ultra expert de ces sujets à haute bande, où on arrivait à avoir tous mes commerciaux étaient capables de choper... c'était 10 rendez-vous par semaine. Donc, en fait, pas 10 rendez-vous, par sales. Et encore une fois, on n'adressait pas tout ce qui est start-up. Donc, on commençait à partir de 200 salariés. Et cible CEO, donc tu es sur des stats, c'est des belles perfs, quoi, donc pour une organisation. On avait des super perfs. Et c'est marrant, là où ça n'a pas du tout fonctionné, cette vente, c'est auprès des CEO de start-up. Je ne sais pas si c'est parce que le produit était pas adapté ou s'ils ont beaucoup plus d'ego que Martin Bouygues. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça. C'était assez impressionnant de voir quand tu appelais les grands dirigeants, hyper disponibles, hyper contents, hyper sympas de te rencontrer. Enfin, je me suis rarement pris des bâches. Vraiment, les gens, assez impressionnants, tu vois. Je me dis... Finalement, et puis, accessible, quoi. À côté, le mec qui a levé 1 million et qui sent plus pisser, qui va te dire « Ah non, je suis complètement débordé, rappelle-moi dans 6 mois, tu vois. » Et donc, d'ailleurs, ça a amené cette cible où on s'est dit « Ok, vas-y, on n'en veut pas. » Donc voilà. Et donc, en fait, on a pris cette cible PME, ETI, grand groupe, en partant en partie du directeur général, président, chairman, voilà quoi. Et c'est intéressant ce que moi tu me dis en mode est-ce que tu penses que c'est plus facile d'appeler un CEO de start-up ou un CEO d'une ETI de 500 personnes, voire des milliers de personnes? J'aurais plutôt tendance à me dire c'est plus facile côté start-up, plus accessible, etc. Et en fait, pas forcément. En tout cas, moi, j'arrivais à... en tout cas, quand j'ai lancé Team Starter, j'avais peut-être moins de réseau, etc. Mais moi, je trouvais ça plus simple, je l'ai trouvé plus accessible. C'était aussi à l'époque aussi des startups qui se sentaient plus pissés dès qu'ils avaient levé je sais pas combien, un peu tout cette... tout ce monde qui avait l'impression d'avoir accompli des grandes choses parce qu'ils avaient signé une term sheet alors qu'ils n'avaient pas encore accompli grand-chose, donc, mais qui avaient plein de salariés parce qu'il fallait bien dépenser l'argent. Donc, cette cible, en fait, je l'ai trouvée pas facile. Et puis aussi, un sujet, on était beaucoup plus rentable sur du PME, ETI, grand compte. Pas de sujet de paiement, pas de sujet de boîte qui va fermer dans l'année, beaucoup plus de salariés, du coup... panier moyen qui augmente. Panier moyen qui augmente, donc beaucoup plus de sens, quoi. Et comment t'as fait entre... tu sais, il y a une différence entre moi, Ségolène, CEO qui vend à des CEO, et le sales qui doit vendre à des CEO. Comment t'as accompagné ce changement de posture, de méthode? C'est quoi un peu les trucs qui te restent en mode marquant que tu as pu faire ou mettre en place pour accompagner ça? Je pense que la meilleure personne, elle s'appelle Gaëlle, qui a vraiment réussi à craquer ça. Enfin, vraiment, c'est qu'en fait, elle a été biberonnée à Ségolène, quoi. En fait, oui, elle n'était pas CEO de Team Starter. Après, tu peux aussi trouver des parades de dire qu'elle était associée. Enfin, tu vois, tu peux avoir des choses comme ça qui peuvent être faites.
Mais en fait, c'était un copycat de comment réussir à choper un rendez-vous en call, c'est quoi les mots-clés, qu'est-ce que tu mets avant pendant un meeting, c'est la next step que tu vas chercher. Enfin, vraiment, en fait, elle avait appliqué, et puis elle était très douée, très forte. Et donc, en fait, en tout cas, j'ai trouvé que... Et c'est dur, parce que j'ai parlé à beaucoup de dirigeants qui essayent de faire ça. Je suis même pas sûre qu'on l'ait réussi à 100% à la fin, d'ailleurs. Mais en tout cas, Gaëlle, elle était vraiment biberonnée à Ségolène, quoi. Ouais, donc c'est aller t'écouter, observer, aller en rendez-vous avec toi, répliquer ce qui fonctionne, quoi. Ok. Et donc tu as une logique un peu de mimétisme que tu peux avoir avec une personne, mais l'intérêt, j'imagine ensuite, c'est que si tu continues à faire grossir l'équipe, cette personne-là peut aussi biberonner les autres. Ok. Donc ça passe par... Du temps. Du temps, ok. C'est bien, il en faut du temps aussi pour faire monter les gens en compétences. Non, je pense qu'il faut du temps. Je vois pas d'autre chose. Du temps. Après, t'as des techniques, t'as plein de choses à faire, mais en fait, faut du temps. Et donc, tu vois, si je pense à un recrutement, par exemple, toi, donc là, on a parlé de Gaëlle, c'est ça ? On passe bonjour à Gaëlle. T'as recruté d'autres sales autour de Gaëlle aussi ? Ouais, bien sûr. Et du coup, ce temps-là, j'imagine que, tu vois, d'un point de vue founder qui recrute, tu as une logique de période d'essai, tu regardes est-ce que ça performe, est-ce que ça progresse. Comment tu t'accélères justement cette durée de ramp-up pour faire en sorte que la personne puisse progresser, performer dans ce cadre-là qui te permet de dire si effectivement il y a un potentiel ou pas auprès de la personne ? Moi, je pense que des sales, ils ont des objectifs et j'ai pas assez fait ça, mais tu remplis tes objectifs, tu restes, tu remplis pas tes objectifs, tu restes pas, point. Nous, on était trop, justement, conciliants, je pense, sur ces sujets. Mais je pense que tu as une vraie réalité, c'est que tu as des périodes d'essai. Après, en fait, ce qu'il faut analyser, c'est quoi ton cycle de vente ? Ton cycle de vente, il est de 3 mois. Ok, ton cycle de vente, il est de 3 mois. Ouais, sur une période d'essai, ça te fait 2 itérations, quoi. Donc, ton cycle de vente, il est de 3 mois. En fait, ça dépend de ton cycle de vente. Une personne, elle a besoin de 2 semaines de formation, pas plus. Ouais. Je veux dire, je vois pas... je sais pas ce que tu fais, mais 2 semaines full-time de formation. Donc, en fait, au bout de 3 mois et 2 semaines, tu es capable de savoir... soit elle a vendu, soit elle a pas vendu, et il y a une limite ensuite de ce qu'elle a vendu, c'est quoi le pipe, etc. Donc pour moi c'est ça qu'il faut faire, et ça sert à rien de vouloir accélérer le ramp-up, parce qu'il faut passer beaucoup de temps, c'est donner toutes les clés pour être sûr qu'on a formé correctement la personne et qu'elle est capable de vendre. Parce que si on se rend compte qu'au bout de 2 mois, merde, elle s'est pas pitchée, etc., le problème il vient de là. Donc en fait le problème à la base c'est comment, si tu veux accélérer un ramp-up, c'est vraiment à la base. C'est ok, combien de temps je mets pour former cette personne et c'est quoi les outils que je lui donne, c'est quoi l'onboarding pour que en fait elle puisse très vite vendre à n'importe qui, quoi. Et justement, si je reviens à Gaëlle, qu'est-ce qu'elle faisait différemment ? Tu vois, c'était quoi les trucs qui ont fait que tu as retenu son nom peut-être plus rapidement, en mode elle a appris le playbook Ségolène plus vite. Et si je retourne la question qui est franchement pas claire, ce serait quoi les conseils qu'on pourrait donner à un sales qui rentre dans une boîte pour accélérer du coup son onboarding en mode performance plus le plus rapidement possible ? Gaëlle, je pense que il faut pas croire que les meilleurs commerciaux c'est ces gars qu'on voit trop stylés qui ont la tchatch, etc. Enfin, en fait, Gaëlle, elle était extrêmement bonne élève. Bonne élève, c'est peut-être pas le bon mot, mais ce que je veux dire, c'est que le Notion, elle l'avait lu de A à Z. Les calls que je lui avais dit de regarder de A à Z. Quand on arrivait en séance de call, la base, il faut avoir tout préparé. Je savais qu'elle, elle avait tout préparé. C'était une grosse bosseuse, déjà de 1, et une super bonne élève de ok, en fait, on m'a demandé d'écouter ce call, je vais l'écouter. Et il y a beaucoup de sales qui se croient plus forts, qui se disent qu'il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas besoin de ça. La réalité, c'est que les meilleurs commerciaux que j'ai vus,
C'est ceux qui ont fait le plus de formations, c'est ceux qui ont été le plus... donc voilà, donc moi, mon avis, c'est que c'est ça qui faisait la différence. Plus elle avait il y a des choses où tu as des commerciaux qui ont un petit truc en plus. Ouais. Elle avait ce petit truc en plus qui inspire confiance. Ouais, elle était très 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 forte. Je pense que c'était de la rigueur et du travail combiné à ce truc en plus que certains commerciaux ont. Et ce truc en plus, justement, ça m'intéresse de creuser un peu pour comprendre ce que toi, tu mets derrière de ton point de vue. C'est pas tangible. C'est pas tangible. S'il y avait ce côté, je pense, commercial. Enfin, tu vois, qui a les bons mots au bon moment, qui met la pression sans mettre la pression. Enfin, c'est non tangible. Mais ouais, je la recommande les yeux fermés. Ouais, donc c'est créer un environnement, une discussion qui se passe bien et qui emmène l'échange vers la bonne direction, sans avoir justement l'air du gros commercial qui met les pieds dedans à la Jean-Claude Condan, quoi. J'ai l'impression que ça vient aussi, certes, par le côté personnalité, mais aussi, surtout ce que tu as dit tout à l'heure, le côté bosser, quoi. Juste arriver, avoir de la rigueur. Après, tu as vraiment une question de personnalité, parce que typiquement... mon mari, qui est, je pense, un des meilleurs commerciaux que je connaisse, c'est l'opposé de moi. C'est quelqu'un qui est hyper calme, force tranquille, qui parle très peu. Mon père aussi était un grand commercial. Pour lui sortir un mot, c'est compliqué. Donc, comme quoi, et moi je suis l'inverse. Je sais pas que je parle beaucoup, mais je suis plutôt grande gueule, j'ai de l'énergie, etc. Effectivement. Donc les deux profils marchent, mais ça aussi, ça va dépendre de ton industrie, tu vois. Il se trouve que mon mari est dans la finance. Donc, dans la finance, en fait, peut-être les personnalités un peu grande gueule comme moi, plein d'énergie, je pense pas que ça passerait. Dans la finance, où tu parles de chiffres, de machin, ça passe bien, tu vois. Donc, je pense que t'as aussi une question d'industrie qui match avec ton profil. Et donc, Gaëlle, elle avait plein d'énergie. Et en fait, Team Starter, ma précédente boîte, on vendait de la prise d'initiative. On vendait des salariés qui vont se bouger pour en fait réaliser des projets. Et beaucoup de dirigeants me disaient mais en fait moi ce que je veux c'est des gens comme toi, comment je fais? Et qui disaient pareil à Gaël et qui disaient pareil à mes autres commerciaux. Donc en fait je pense que tu as aussi un côté personnalité et je pense que tu as des très bons sales qui sont des gros tchatcheurs et des très bons sales qui sont très calmes, mais ça va dépendre de l'industrie. Et je pense que aussi un des premiers conseils que je dirais à un sales, c'est choisis bien ton industrie. Parce que tu vas pas être bon dans toutes les industries. En tout cas, alors si, après, tu as des gens qui sont capables d'être bons dans plein d'industries. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions, mais je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est marrant parce que souvent on entend genre choisir un produit que t'aimes ou choisir un projet que t'aimes. Moi je me fais la réflexion, tu vois, tu parlais du DRH, je n'ai rien contre les DRH, je n'ai rien contre les DRH, mais DRH par exemple ou juridique, je sais que dans les interactions que je vais avoir, ça va être moins simple qu'avec des DIRCO ou des CEO. Parce que je pense qu'on est à un côté un peu plus câblé pareil et du coup les conversations se font beaucoup plus facilement. Et si tu mets demain à monter une boîte où je vends à du juridique, par exemple, ou de la conformité, je pense que je vais beau avoir le meilleur produit du monde, ça marcherait pas, quoi. Je serais juste pas bon. Ouais, bah, ça s'appelle... donc, faut pas que tu montes une boîte. Enfin, moi, typiquement, j'ai eu exactement le même sujet. En plus, c'est DRH, je sais pas si c'est femme à femme, bon, elle m'aime pas trop. Mais je me suis dit, ok, je veux pas cette cible. Ouais. Et donc là, justement, c'est une bonne transition pour parler du deuxième sujet. Est-ce que dans la première boîte, donc, vous aviez démarré en mode co-founder, bootstrap, vous avez levé ensuite, construit une grosse équipe. Ouais, alors Team Starter, donc assez vite, effectivement. Donc on était, je sais pas, au pic, on devait être 70-80 salariés. Ouais, quand même. On faisait plusieurs millions d'ARR, rentables, bootstrappés, autofinancés, et on a levé un peu moins de 10 millions d'euros en 2022. Ok. 7 ou 8, je ne sais plus en tête, fin 2022. Et j'ai vendu cette société, enfin je l'ai cédée, et je l'ai quittée totalement opérationnellement, enfin j'ai plus... fin 2023. Fin 2023. Et là, aujourd'hui, tu as complètement changé de modèle, full bootstrapped, ouais. Vous êtes 2.
Bientôt 3. Bientôt 3. Je pense que que tu veux pas être 150. Ouais, en fait, quand j'ai voulu monter ma nouvelle boîte, moi, je suis très agnostique au secteur. Je peux monter des boîtes un peu partout. Ouais, c'est-à-dire que précédente boîte, c'est Team Starter. Ensuite, avant, j'avais monté une boîte dans le secteur des personnes âgées. Je me suis éclatée chez Lydia. Enfin, voilà, je suis capable d'aller sur plusieurs types de secteurs. Donc, voilà. Donc, j'avais 7 critères et c'était un peu tout ce que je n'avais pas kiffé chez Team Starter, que je voulais pas retrouver. Donc, un des premiers, c'était lever de fonds. Je voulais plus jamais lever de fonds. Donc, vraiment rester bootstrap. Donc, ça t'élimine pas mal de choses. Ça t'élimine la medtech, ça t'élimine quand même pas mal de bises. Deuxième critère, assez vite, je me dis, en fait, j'en ai ras-le-bol de la tech. Moi, je veux un secteur tradi et je vais aller utiliser la tech et l'IA. À l'époque, ça n'existait pas l'IA, mais je vais utiliser la tech pour venir dégommer un secteur traditionnel. Okay. Donc, je veux un secteur traditionnel. Et je pense que tu peux faire plein de choses. Troisième, c'est que je voulais garder la cible dirigeant. Parce que je me suis dit, attends, pendant 5 ans, t'as fait que ça à vendre. Ouais. Puis t'as du réseau. Donc, garde ça. Je trouvais compliqué le nice to have. Je m'étais dit, OK, je veux un secteur, franchement, aller chercher tous des leads pendant 5 ans. Vas-y, on va aller sur du must have. Ça va être plus simple. Si t'as réussi à construire une boîte qui fait plusieurs millions en nice to have. Nice to have, alors, débat et voilà, mais bon. Qu'est-ce qui se passe si tu es sur un must-have parce qu'il y avait vraiment un côté où il fallait évangéliser le marché avec Team Starter, pas de concurrents. Je voulais pas aussi, un autre critère, je voulais pas l'océan bleu, je voulais des concurrents. En fait, moi, je pense qu'un secteur où t'as pas de concurrents, c'est pas bon. Donc, je voulais des concurrents. Voilà, l'océan bleu me plaisait pas. Donc, j'avais un peu tous ces critères. J'en avais plein d'autres, mais j'en avais, voilà. Et donc, je suis allée voir des banques d'affaires, des fonds d'investissement, et ils m'ont dit tous la même chose. Ils m'ont dit, Ségolène, fonce dans les assurances. Les assurances, ok, j'y connais rien. Dans mon ancienne boîte, c'était mon associé qui gérait ces sujets-là. J'avais littéralement jamais ouvert un contrat d'assurance. Vraiment jamais. Moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Ils me disent de regarder, je regarde. C'est ma troisième boîte. La première, tu fais dans le social. La deuxième, dans le sexy. Et la troisième, tu vas peut-être plus regarder les métriques économiques, donc cash. Il s'avère que c'est un business model. Donc, dans les assurances, sachant que je voulais pas lever, ça m'a amené à courtage en assurance. Okay. Et là, moi, j'ai fait un truc assez simple, c'est que je suis pas quelqu'un qui a eu des études pendant des heures, c'est que j'ai rencontré une cinquantaine de courtiers, quoi, ou d'acteurs du secteur. Je me suis dit, OK, bête de secteur, t'as de la récurrence, le métier est intermédiaire, t'as de la récurrence, les clients restent en moyenne 8 à 10 ans, t'as pas besoin de lever, de l'argent, c'est un must-have, toutes les boîtes ont besoin d'assurance. Je le retenais depuis tout à l'heure, celui-là, il est sorti. Toutes les boîtes ont besoin des assurances, c'est... un secteur hyper résilient parce que plus ça va mal, plus ça t'assure, quoi. Et donc, c'est du SaaS sans être du SaaS. C'est quasi... Enfin, ton chiffre d'affaires est quasi ton EBITDA dans ce secteur-là. Et puis, c'est un secteur méga traditionnel. C'est-à-dire que moi, quand j'ai rencontré ces gens-là, donc des futurs concurrents, je leur dis, vous avez votre CRM, mais ils savent pas ce que c'est un CRM, ils sont encore au fax et au papier. Et moi, il y avait un mec d'un fonds que j'admire, Christian Strins, il m'écoute, qui est très très fort, il m'avait dit, choisis un secteur où les gens sont pas très bons. Et ça fait toute la différence. Moi, aujourd'hui, notre boîte, elle cartonne parce qu'on est plus malin, quoi. Enfin, vraiment. Donc voilà, donc j'avais ces critères-là, je me suis dit, OK. Et en fait, on s'est dit, OK, on va créer le premier courtier, IA First, du marché. Donc, on va être courtier en assurance, IA First. Et en fait, les boîtes, elles ont besoin d'un courtier qui va aussi vite qu'elles. Sauf que c'est pas sur le marché. En fait, quand tu t'intéresses un peu au sujet, n'importe quelle boîte va te dire, mon courtier, il met 8 mois à me répondre. 8 mois, j'exagère, je fais la Marseillaise. Il met 2 mois. 2 mois, c'est pas faire la Marseillaise. Il met 2 mois à me répondre. Donc, ils sont très, très lents. En plus de ça, t'as plein de nouveaux risques qui apparaissent. L'IA, la cyber, la rançon, tous ces trucs-là. Et en fait, t'as un vrai sujet, c'est que les courtiers traditionnels, qui sont la moyenne d'âge est de 62 ans, ces nouveaux risques, ils les comprennent pas. Donc, en fait, t'as un marché qui est très mal adressé avec ces boîtes qui sont hyper mal assurées. Et donc, en fait, je me suis retrouvée dans un secteur où les boîtes sont hyper mal assurées, elles payent trop cher et c'est beaucoup trop long. Donc, la proposition de valeur est assez simple. C'est tu mets de l'IA et tu fais le premier courtier français, IA First. Et donc, ça nous a permis en un an d'avoir 200 clients. Donc, on a 210 clients aujourd'hui. On n'a pas de salariés. Moi, effectivement, je l'ai dit un peu au début, c'est que je suis une nana d'opérationnel. Franchement, manager les expectations des gens, c'est pas ce que je veux dire. Des gens, c'est pas mon truc. Donc, je veux pas une boîte avec full management RH, en fait. Donc, peu de salariés. Donc, aujourd'hui, j'ai pas de salariés. Je suis associée donc à Philippe Mangematin, qui est le boss des assurances, qui a monté Stoic et Sénat Assurance. Et on annonce notre association là. Donc, quand ça sortira, on sera associé à Mathieu Stéphanie, en late founder. Donc, on a des associés. Moi, je suis celle qui est opérationnelle à 100%. Ensuite, mes associés sont pas opérationnels à 100%, mais m'accompagnent fortement. Dont Philippe,
qui est vraiment le cofondateur de Belém, parce qu'on change de nom aussi. Ah, ok. Donc PS Partner, c'est fini. Belém, tout ça va être annoncé, je pense que le podcast sera sorti. Donc on change de nom Belém. Et l'idée, le constat est assez simple, c'est prendre un marché. Donc aujourd'hui, on est en concurrence avec les plus gros acteurs du marché, qui sont Marche, E.ON ou des courtiers comme ça, qui sont des millions de salariés, des milliers, font des millions. Et notre objectif, c'est de faire des millions, mais à 3-4, quoi. Et donc, aujourd'hui, c'est un vrai kiff, parce qu'on n'a pas de salariés, full croissance, autofinancé, on a levé 0, on a mis 10 000 euros de capital social. Ouais, pas mal. On est extrêmement rentable. Un équilibre vie pro et perso assez ouf. Parce que ce que j'ai pas raconté, c'est que chez Team Starter, ça a été compliqué la fin, notamment parce que je suis tombée malade, et mon fils aussi. Donc, il y a aussi les priorités qui sont pas les mêmes. Et on a une opportunité de dingue, parce que le marché est hyper gros, les risques évoluent de plus en plus, et les boîtes ont besoin de courtiers qui vont à leur vitesse, quoi. Qui sont là. En fait, surtout, t'as un vrai sujet de... Tu vois, récemment, je reçois un mail d'un de mes clients qui me dit je sais pas si tu fais cette assurance Sego, mais ça fait depuis septembre que j'attends une assurance. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. 9 mois. Je l'ai fait en 2 heures. Et donc, en fait, tu as un vrai sujet où un vrai kiff, parce que mes confrères sont pas comme moi. Je vais pas dire qu'ils sont mauvais, ce serait pas le sujet. On est différents. On a aussi misé beaucoup sur la tech et sur l'IA. Et donc ça nous permet d'aller extrêmement vite. On fait aussi économiser beaucoup d'argent à nos clients, entre 20 et 60%. Donc parfois des dizaines de milliers. Tu vois, un client lui a fait économiser 278 000 euros. J'ai le chiffre en tête, c'est le plus gros. Donc on fait économiser beaucoup. Plus rapidement et surtout, on assure beaucoup mieux. Et ça, c'est un vrai kiff que j'avais pas identifié. C'est que les boîtes sont tellement mal assurées qu'en fait, d'avoir de l'expertise, de dire en fait, nous on a développé une vraie expertise sectorielle, de dire en fonction de ton secteur et de ton chiffre, comment tu dois être assuré, c'est quoi les garanties importantes. Et donc, avec des failles qu'on détecte quotidiennement, et donc on corrige ces failles, on assure mieux les boîtes, moins cher, et plus rapidement, et tout ça, elles ne nous payent pas parce qu'on est payé par les assureurs. Donc le business model est assez incroyable. Ah ouais, en plus. Secteur vieillissant, où il y a plein de choses à faire, et depuis début 2025, on s'éclate là-dessus. Trop stylé. Voilà. Et du coup, ce que j'imagine que du coup, t'es toujours en mode sales founder-led avec ton réseau que tu t'es constitué de base et qui continue de croître, j'imagine. T'as ça. Et du coup, tu dois avoir un enjeu peut-être de visibilité aussi pour faire venir les gens. C'est quoi aujourd'hui, du coup, ton sales motion ? Aujourd'hui, on fait pas de outbound, tu vois. L'opposé de Team Starter, on a fait que de la outbound, c'est-à-dire que je n'ai pas encore sorti mon téléphone aujourd'hui. Okay. J'ai pas fait de call. En fait, il y a plusieurs choses. C'est que le bouche à oreille, elle est extrêmement vite. Parce qu'en fait, nos clients, quand ils parlent de nous, ils sont un peu dithyrambiques. Parce qu'en fait, l'expérience, tu passes vraiment d'un truc, c'est un truc de très ouf, complexe, très painful, à quelque chose qui devient très simple. Et c'est un peu ce qu'on veut faire. C'est rendre ces sujets simples. Parce que ils sont simples en fait. Une boîte, elle a des risques en fonction de son activité, et de là il y a des garanties qui vont et égale assurance. Donc bouche à oreille à fond. Réseau, effectivement, je suis dans plein de clubs, etc. Ça a été ça. Et puis cross-sale sur tes clients. Mais on allait hyper vite, notamment grâce, je pense, le côté bouche à oreille, réseau, quoi. Ouais, et puis travail bien fait. Je pense qu'en fait, nos clients, on les traite hyper bien. Il y a personne qui pourra te dire qu'en moins d'une heure, ils n'ont pas de réponse de notre part, tu vois. Donc on est... en fait, moi, je pense d'ailleurs, pour arriver sur l'IA, c'est que nous, c'est une opportunité de dingue. D'ailleurs, il y a Sequoia qui a sorti une étude en disant un courtage plus IA foncé. Donc je me fais appeler tous les jours par des entrepreneurs qui ont vu le truc aux yeux et qui s'est dit on va le faire en France. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est très technique l'assurance. Et donc en fait, nous, les 6 premiers mois, on n'a pas touché à l'IA et juste on est devenu expert des sujets. Donc aujourd'hui, on a une expertise sectorielle, on est reconnu pour être bien meilleur que des gens qui sont là depuis 15 ans. Et donc, ça pour dire, c'est que moi, mon IA, elle n'est pas au service de mes clients. Enfin si, justement, elle est au service de mes clients. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne voient rien. Il y a toujours une validation humaine. Je suis dans un métier où, en fait, parfois, j'ai donné une attestation en une demi-heure. Donc, en fait, c'est un coup de fil. J'ai beau avoir une IA, il ne va rien se passer. Donc, il y a toujours quand même pas mal de choses opérationnelles day-to-day, tu vois, qui gèrent au téléphone dans l'urgence. Ou, tu vois, récemment, j'ai une boîte qui a levé un peu une centaine de millions, qui a besoin d'une attestation dans l'heure. J'ai beau avoir mon IA, ça ne marche pas. Donc, voilà. Et surtout, cette IA nous permet
d'avoir une expérience client de dingue. Parce que toutes les tâches manuelles et les process qui sont faits à la main, aujourd'hui, chez nous, sont automatisés. Et donc, en fait, notre énergie, elle peut être consacrée, enfin, mon énergie, elle est consacrée à mes clients. Et Donc pas- vous, c'est tout le bac en fait que vous avez, toute la Exactement. partie processus interne que vous avez. Et automatisé avec des agents IA. Ok. ouais. Et ce qui te permet du coup effectivement d'être plus concentré sur les clients Exactement. et donc de répondre plus rapidement, etc. De répondre plus rapidement, de pouvoir engendrer du flux, de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Enfin, ouais, après, il y a plein de vertus là-dedans. Mais tout ce qui est fait manuellement par des courtiers, nous, c'est automatisé, quoi. Ok. Et donc, là où le courtier a passé 80% de son temps sur ça, vraiment, littéralement, parce que, en plus, beaucoup old school, etc., Ouais. bah, nous, on y passe 3%. Tu vois. Et donc, en fait, on va plus vite et on est plus fort que le marché parce que 80% du temps qu'ils passent sur leur sujet manuel, nous, j'exagère en disant 3, mais c'est peut-être 5%. Donc, en fait, eux, ils vont passer 20% sur du sales et sur le suivi client. Enfin, non, ils font même pas de sales, ils n'ont pas besoin. Ouais. Donc, Oui, c'est de sur, l'entretien de portefeuille, du là renouvellement. où nous, on peut passer beaucoup de temps sur l'expérience client et sur du sales, quoi. Et tu crois, tu vois, ces boîtes-là, E.ON, etc., dont on a parlé, elles ont accès aux mêmes outils que toi, en vrai. Elles Ouais, mais pourraient. c'est pas possible. C'est quoi justement Ben, le... c'est 10 000 salariés. En fait, nous, on a eu énormément de chance. C'est qu'en fait, on s'est créé, et ça, c'est Ouais. de la chance, c'est qu'on s'est créé d'une feuille blanche, sans croyances limitantes, dans un secteur qu'on ne connaissait pas. Donc, en fait, on s'est créé nos propres outils, notre propre IA, nos propres process. Là où, en fait, un acteur existant, ça fait 10 ans qu'il existe, il a ses process, il a son CRM, il a tout. Donc, en fait, oui, il va mettre de l'IA, mais Ouais. le temps que ça prenne... Il y a beaucoup plus de Et choses puis, à changer. encore quoi. une fois, on est dans un secteur où les gens sont pas pressés. En fait, il y a encore du fax. Donc, j'attends de voir Ça, avant c'est que mes confrères fax, se quoi. mettent vraiment full IA. Mais on est quand même sur un marché complexe. Ouais, t'as Complexe, toujours où tout le de- monde ne peut pas rentrer, Ouais. ou enfin vraiment, il y a des sujets complexes. Et du coup, le rapport, justement, si toi, tu passes plus de temps en relation avec tes clients, moi, c'est un peu la conviction que j'ai sur les sujets IA, c'est que tu as toute la partie un peu automatisation administrative. Tu vois, moi, sales, ça va être préparation de rendez-vous, compte rendu, envoi de propal, etc. Tout ça, c'est géré avec l'IA, mais du coup, ça me laisse aussi plus de temps pour aller bouffer avec mes clients, pour aller à des events, pour passer du temps physique avec les gens. Toi, c'est ce modèle-là, en fait, sur lequel tu as capitalisé toute la boîte. Ouais, mais encore une fois, moi, il y a d'autres sujets parce que j'ai un devoir de conseil. Donc, en fait, quand j'assure, et puis moi, tu vois, j'assure des boîtes qui font entre 10 millions et 1 milliard. Donc, en fait, quand j'assure une boîte de 800 millions, t'as des vrais sujets de. Faut pas que je déconne avec ces assurances, en fait. Donc, mon Ok. audit, il va être. Donc, tu vois, il y a des vrais sujets Ouais, t'as un techniques. sujet d'expertise très fort. Donc moi, en fait, nous, on est un peu un courtier de luxe. Donc oui, bouffer avec mes clients, ouais, mais en fait, c'est pas ce qu'ils attendent de moi. Ils attendent à ce que, si j'ai un pépin, c'est go, est-ce que tu es sûr que je serai indemnisé? Et de ça, pour pouvoir passer du temps sur être sûr, etc., c'est de pouvoir passer du temps pour bien comprendre leur activité. Ok. Tu vois, c'est assez technique, donc bien profondre les activités, les trucs, etc., pour ensuite pouvoir faire des propositions intelligentes, tu vois. Ouais, ok. Donc t'as une notion d'expertise qui est Moi, je fais aucune hyper propale forte. avec l'IA, c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, moi, aujourd'hui, tu fous un contrat d'assurance sur une IA, elle va te sortir n'importe quoi. Sur la mienne, non, parce qu'elle a été travaillée sur... Enfin, c'est notre propre IA qui a été... qui repose sur notre data Sego, enfin en fait sur toute l'analyse de Sego, sauf que la réalité, chaque business est différent, donc il peut y avoir des spécificités. Donc même mon IA me sort des choses parfois où je dois tout vérifier, Ouais. et il y a un truc qu'elle voit pas que je vois, chaque Ok. fois. Et ça, c'est notre grosse valeur ajoutée. Et donc, j'ai besoin, si tu veux, d'automatiser les parties attestation, vérif, brief. Enfin, il y a plein de choses que j'automatise. Et puis, aussi, je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est qu'on a créé aussi une boîte où il y a très peu de process, où on a aussi simplifié beaucoup de choses que des acteurs faisaient qui n'étaient pas nécessaires. Tu vois, c'est tout con, mais aujourd'hui, bon, je vais pas aller dans les détails, mais un client va avoir besoin de remplir un questionnaire d'une centaine de pages. Avec nous, jamais il aura besoin de ça, tu vois. Ok. On Donc a tu vache- simplifies aussi l'expérience client, Ouais. côté client, pour fluidifier tout Ouais, ça. à fond. Et tout à l'heure, tu disais, mon premier point dans le choix de boîte que j'allais créer après Team Starter, c'était Bootstrap. Mhm. Je suis chaud de creuser un petit peu le côté pourquoi Bootstrap et pourquoi c'est une conviction aujourd'hui aussi forte.
En fait, lever des fonds, ça correspond à un profil d'entrepreneur, je pense. Qui serait quoi, tu dirais ? Euh, On a annoncé notre levée lundi, c'est pour ça que je posais la question. C'est intéressant non, à ton mais avis. je pense que de ce que j'ai vu, parce que Ouais. je suis au Galion, au club Bootstrap, Ouais. je connais plein d'entrepreneurs qui ont exit, etc. J'ai exit. C'est que ceux qui, in fine, gagnent plus d'argent, c'est les bootstrappers. Il n'y a pas de débat. C'est prouvé, même par les fonds eux-mêmes. En fait, ce qui se passe quand tu lèves, c'est que tu as une liquide pref déjà, qui est obligatoire. Donc, en fait, tu as une valorisation à minima de X. Pour aller atteindre un acheteur, tout le jeu, tous les entrepreneurs, c'est d'être valorisé le mieux possible. Ouais. Et donc, en fait, il faut trouver un acheteur qui est capable de te racheter plus que ta liquide pref. Donc, Sinon, tu touches rien. Sinon, tu touches rien. Donc, il y a ça. Je pense que le bootstrap, tu mets 1 an de plus, mais tu gagnes beaucoup plus. En fait, aujourd'hui, moi, j'ai... on n'a pas un seul investisseur. Voilà. Et puis, il y a un comté d'indépendance et d'intérêts qui sont complètement désalignés. En fait, quand tu es avec des investisseurs, t'as plus ton indépendance. Tu l'as plus. C'est le côté que je kiffe dans l'entrepreneuriat, l'indépendance, la liberté et tout, je l'ai plus. Donc en fait, pour moi, c'est comme des boss. Et en fait, qu'est-ce que je vais me faire chier à avoir des gens qui sont pas dans l'opérationnel en plus, parce qu'en fait, c'est très rare que les fonds soient dans l'opérationnel, etc. Ça dépend, mais c'est assez rare, qui vont venir, si tu veux, aller checker ça, ce point, etc. Ouais. Donc en fait, tu perds ta liberté quand tu lèves, moi qui est une des raisons pour lesquelles j'entreprends, donc ça ne matche pas. Okay. Deuxièmement, c'est que les intérêts sont désalignés à un moment donné. À court terme, ils sont alignés, mais à long terme, ils sont désalignés parce que tu as un sujet de le fonds doit sortir, et donc pour faire sa plus-value, et ça amène plein de conséquences. Donc, je regrette pas une seule seconde d'avoir levé avec Teamstarter, c'est ce qu'il fallait, c'est pour cette boîte-là. Comment elle était faite, enfin tu vois, c'est voilà. Mais je voulais créer une boîte où je vais pouvoir créer une boîte à 100, 200, 300 bars sans avoir besoin de lever, tout en gardant mon indépendance et ma liberté qui est indispensable pour moi. Ouais, du coup, la combinaison des leviers dont tu parlais tout à l'heure fonctionne bien dans le modèle que tu décris, quoi. Ouais, exactement. Et j'ai choisi ce modèle pour ça. Et on peut parler des chiffres de Belém ? Ouais. Aujourd'hui, en termes de revenus, ça représente quoi ? En première année, on a fait à peu près 1,5 million de chiffre d'affaires. À 2. Ouais. 1,5 quoi. 1,5, ouais. 1,5, ok. 1,5, ouais. Donc comme quoi, on peut vendre sans avoir forcément des levées dans tous les sens, etc. Putain, pour une première année, c'est stylé. Ok. Ouais. Hyper intéressant. Voilà, donc ouais, c'est à peu près ça. Stylé. Je voulais revenir un petit peu sur les sujets justement commerciaux. Tu vois, il y a dans la manière dont tu appréhendes aujourd'hui toi ta nouvelle boîte, c'est quoi les sujets sur lesquels tu as pu te planter par exemple dans ta première boîte, du coup éviter de le refaire dans ta deuxième d'un point de vue vente, commerce, développement, etc. Et les sujets à l'inverse sur lesquels tu as pu capitaliser et que tu vas continuer à capitaliser. Je pense qu'un des premiers sujets que j'ai pas reproduit, c'est Teamstarter. En tout cas, au début, on était trop vague. Enfin, on visait tout type de boîte, tout type de secteur. On avait juste choisi interlocuteur. Là, avec Belém, on s'est vraiment focalisé. Et en fait, j'avais un ami qui m'avait donné un super entrepreneur qui m'a donné un conseil. Il m'a dit, Ségolène, plus tu restreins, plus t'es forte. Je dis, bah attends, c'est-à-dire que ça restreint au marché. Non, en fait, va chercher une niche. Déjà, tabasse cette niche et ensuite tu passes à la suivante. Mais en fait, les boîtes qui réussissent, elles ont toujours commencé par une niche. Le côté verticalisation. Donc je me suis dit, ok, donc je vais arrêter déjà de vouloir faire tout type de secteur, surtout dans les assurances. Donc j'ai choisi ma première niche, tech. Point. Je me suis dit les boîtes de la tech. Ensuite, je me suis dit de la taille. Moi, c'est 10 millions, 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est quelque chose où je pense que ça a vachement aidé. Parce que le bouche à oreille est plus puissant, parce que le marketing est plus simple, parce que moi, j'ai pas de produit en tant que tel, mais les audits, tout ça, c'est plus simple. En fait, tout est plus simple. Ma vie, elle est simplifiée et ça va beaucoup plus vite. Okay. Donc, je pense qu'une des choses, c'est de se dire, plus tu restreins, plus t'es fort, quoi. Et en fait, faut pas se dire...
vas-y, on va faire tout type de boîte. Moi, j'y crois pas, ça. Mais même ce que tu sais, c'est un schéma, j'en ai discuté avec Benjamin Douablin de Full Rich, je sais pas si tu vois, qui est un copain qui a bougé de France à San Francisco et qui disait le problème en France, c'est que alors ça marche pas avec le courtage, mais globalement, le marché, il est quand même 10 fois plus petit qu'aux US. Et du coup, les boîtes vont avoir tendance à adresser plusieurs profils d'ICP, persona, etc. Parce qu'en fait, ton marché cœur, il est finalement pas énorme. Et lui, ce qu'il fait, il a fait ses 10 premiers millions, je crois, sur de l'enrichissement d'emails et de numéros de téléphone. Et il disait, en fait, vu qu'il est aux US, le marché est tellement énorme, si tu veux que je fasse un truc en plus, une connexion CRM que j'ai pas, bah en fait, tant pis, je passe au client suivant. Et je développe rien de plus et je reste focus sur le développement de la fonctionnalité que je vends. Et la question que je me pose, c'est, en France, tu vois, est-ce que le marché, il est suffisamment profond en fonction de la niche que tu prends? Je sais pas si... Bah, en fait, regarde Penny Lane. Enfin, tu vois, tu vois, pour un moi bon les plus contre-exemple. gros succès. Ils auraient pu partir sur le regard Indie. Tu vois, Indie qui fait que les freelances. Enfin, donc non, je pense pas que le marché soit trop grand et soit trop petit. Et encore une fois, tu commences par un premier et puis ensuite. Et après, tu t'étends. Ouais. Et t'étends. Tu vois, nous on a développé la crypto. Bon bah voilà, le Web 3, la crypto, c'est une deuxième cible. Tu t'étends, mais. Je pense pas. Après, ça dépend. C'est dépend ce que tu fais. Mais cette boîte qui vend à tout le monde, j'y crois pas. Ouais, je te rejoins à 100%. C'est une connerie. Je pense aussi que les boîtes qui n'arrivent pas à craquer l'outbound, c'est parce qu'elles n'ont pas compris que l'outbound, c'est pas taper dans la masse. Il y a vraiment un côté de qualité et pas de quantité. Ouais. Et ça, vraiment, je me suis rendu compte, parce que je faisais un peu de coaching, en fait, ceux qui réussissent pas, c'est qu'ils sont trop dans la masse. Donc, l'outbound, il faut que ce soit extrêmement bien personnalisé. Donc, en fait, avant de faire de l'outbound, c'est travailler le contenu, travailler l'ICP. En fait, faire de l'outbound alors que t'as pas travaillé ton contenu, t'as pas travaillé ton ICP, t'as pas de cas client, ça sert à rien. Et d'envoyer des messages sur LinkedIn, ça sert à rien. Donc, avant de commencer l'outbound, il y a un vrai travail. Et ça, faut que... Du marketing, du coup, tu dirais? Ouais, pour moi, c'est un travail marketing et du founder de dire, OK, est-ce que notre ICP, elle est prête? Quelle cible on vise? Quel secteur on vise? Enfin, toute cette partie-là, OK, ça, c'est prêt. Et ensuite, OK, bah, en fait, moi, je vise les ESN, donc je veux le cas client ESN, je veux mon invention BFM, etc., pour ensuite aller tabasser les ESN. Okay. Donc je pense que c'est ça qui fait que ça marche, c'est vraiment le duo de avoir bien choisi sa sectorisation, sa verticalisation, qui amène forcément ce que je disais au préalable. Et puis le deuxième, c'est ensuite avoir du contenu. Contenu, c'est qu'à client, des interventions qui correspondent à ton ICP, à ta cible, etc. Et voilà quoi. Et du coup, tu crées une boucle aussi, j'imagine, où après tu mesures, tu regardes ce qui fonctionne pas, tu réutilises les contenus qui fonctionnent le plus, et bien, ouais, exactement. Un cercle un peu vertueux qui est en place. D'abord cibler ceux qui ont ouvert 15 fois ton mail. Et encore une fois, moi, je crois beaucoup à la qualité. C'est-à-dire que moi, mes commerciaux, je préférais qu'ils fassent 50 boîtes dans le mois, mais ces 50 boîtes, ils ont juste tabassé tout le monde. Ils sont identifiés, quoi. Ouais. Et donc, faut privilégier la qualité que la quantité, quoi. Vaut mieux faire une séance de call où t'as 40 personnes à appeler, tu sais pourquoi tu les appelles, leur nom, tout est bon, que d'en appeler 200, et en fait, tu tombes sur Christophe, il te répond, et tu sais là, attends, pourquoi? Alors, qualité. Ok, qualité à fond, hyper intéressant. On arrive sur la fin de notre épisode, Ségolène. J'ai une dernière question pour toi. Qui, dans ton réseau, dans les personnes que tu as rencontrées, t'ont marqué commercialement et que tu penses que je devrais inviter sur le podcast? Il y a Gaëlle. Ouais, de ouf. Gaëlle, c'est vraiment pour moi une génie. Gaëlle, elle est très très forte. Je dirais, il y a aussi Baptiste de Toucan To Go. Ok. Très fort en sales. Trop bien. Et pourquoi Baptiste, il est fort. Il est fort et il est plus chez Toucan To Go. Il vient de rejoindre une autre boîte. Il était le CEO de Toucan To Go. Mais c'est un serial closer aussi, Bat. Donc, trop bien. Il est très fort, ouais. Il envoie, ok. Et Gaëlle, parce que du coup, c'est biberonner Ségolène qui a bien compris le Non, mais Gaëlle, je pense même pas, c'est pas une question de biberonner Ségolène. Je pense que c'est juste qu'elle a ce truc en plus que peu de commerciaux ont. J'en ai vu beaucoup des commerciaux, c'est une des seules qui m'a impressionnée. Ok. Trop stylé.
Merci beaucoup, Ségolène. Pas de souci. Merci Gauthier, c'était très sympa. Passez une très bonne journée. À toi aussi. Merci.